questions, vous pouvez. Si vous préférez la garder pour la fin, essayez juste de retenir le numéro de la slide. Ce sera plus facile pour moi pour vous remettre là où il faut. Voilà. Donc, bonjour à tous d'abord, puis merci d'être là. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect de l'informatique de la santé qui me tient à cœur, c'est l'amélioration des trajectoires de soins via le traitement de données médicales. Donc volontairement et par souci de temps essentiellement, je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques aujourd'hui. Le but est vraiment de vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire et puis des problématiques associées. Donc tout d'abord, on va s'entendre sur ce qu'est une trajectoire de soins. Donc un patient va être amené à consulter lors de l'apparition en fait, de symptômes. En général, la première étape pour le patient, c'est d'aller voir son médecin de famille pour une première évaluation. Donc le médecin de famille, lui, s'il pose du diagnostic, il se rend compte que c'est un petit peu complexe, il va pouvoir diriger le patient vers des examens supplémentaires ou éventuellement vers plusieurs spécialistes, ou plusieurs spécialistes. Donc là, les spécialistes vont d'abord discuter pour poser le diagnostic et aussi sélectionner le traitement. Donc après ça, le traitement en lui-même, qui peut être ponctuel ou longue durée, va être planifié et exécuté. Et évidemment, il y a aussi un aspect important qui va être le suivi post-traitement, pour vérifier que le traitement a fonctionné et que le patient réagit bien finalement. Donc au cœur de tout ce processus qu'il y a, ce sont des données médicales. Puis donc elles partent du patient, puis elles vont, dans l'idéal, être partagées et échangées entre tout le personnel médical qui va prendre en charge le patient. Donc quand j'ai commencé mon doctorat, là, ce que je souhaitais, moi, c'était développer des systèmes d'aide pour les médecins. Et puis j'ai commencé par me concentrer sur des dispositifs d'assistance pair-interventionnelle, donc c'est-à-dire vraiment, finalement, juste sur le traitement. Donc c'est de ce type de dispositif-là que va traiter la première partie de ma présentation, à travers les différents travaux que j'ai réalisés finalement lors de à la fois mon doctorat et puis aussi mon post-doctorat. Plus particulièrement, moi je vais me placer dans le cas du cancer du foie parce que c'est dans ce contexte en fait que j'ai réalisé tous mes travaux de recherche. Donc tout d'abord, on va faire un peu de contexte sur cette maladie. Donc, le cancer du foie, c'est en fait l'un des cancers les plus mortels. Aux États-Unis, il représente 2,5% des cas de cancer, mais 5% des cas de décès par cancer. Puis, dans le monde, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier et associé à un taux de survie à 5 ans très faible, seulement 5%. Alors, ces statistiques-là, en fait, quand je parle de cancer du foie, là, je parle de cancer primaire du foie, appelé aussi carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire un cancer qui a débuté dans le foie. Les cellules malades, ce sont des cellules du foie. Mais en fait, les tumeurs dans le foie, elles peuvent être des métastases, c'est-à-dire provenir d'autres organes. C'est des cellules cancéreuses qui ont migré dans le foie. Donc, ce n'est pas des cellules du foie, mais elles se trouvent dans le foie. Et en fait, ça se retrouve dans de nombreux cancers. Alors, c'est expliqué en grande partie parce que dans l'abdomen, donc dans le corps humain, le foie, il joue un rôle de filtre. Il va récupérer du sang veineux qui vient de l'appareil digestif. Et c'est pour ça qu'on voit 15% de tumeurs hépatiques, des cancers colorectaux possèdent des tumeurs hépatiques parce que justement le sang vient de l'intestin et va aller dans le foie. Donc s'il y a des cellules tumorales, elles vont pouvoir passer dans le foie à ce moment-là. Puis les métastases dans le foie, dans le cas des cancers colorectaux, mais aussi d'autres cancers, c'est toujours associé à des faibles taux de survie. Donc, lorsque le diagnostic du cancer du foie est posé, ou de métastases hépatiques, il y a beaucoup de traitements possibles. Donc là, en général, ça va être un peu une discussion entre des médecins de différentes spécialités pour trouver le meilleur traitement, donc en fonction du cancer, du type de tumeur, mais aussi finalement du patient, son âge, s'il a d'autres pathologies. Donc moi, ici, je vais me concentrer sur 3 types de traitements pour lesquels j'ai contribué au développement d'un système d'assistance. Donc, il s'agit de la résection chirurgicale, c'est-à-dire le fait d'enlever chirurgicalement une partie du foie qui contient la tumeur.
la radiothérapie et la chimioembolisation. Donc, pour chacun de ces traitements, je vais vous présenter une solution d'assistance. Donc, au départ, je vais vous parler des travaux que j'ai faits pendant mon doctorat. Donc, c'est le système d'aide pour la résection des tumeurs hépatiques. Ensuite, je vais vous présenter un système pour améliorer l'efficacité de traitements impliquant l'utilisation de rayons, donc rayons X ou électrons. Et pour finir, je vais vous présenter une nouvelle méthode de traitement des tumeurs par chimioembolisation. Donc le but d'une chimioembolisation, c'est de délivrer des agents de chimiothérapie et en même temps de bloquer l'afflux sanguin vers la tumeur, ce qui va la priver d'oxygène et aussi de nutriments. Donc, je vais revenir en détail sur chacune de ces méthodes. Donc tout d'abord la chirurgie. Donc c'est le traitement de choix en fait. Quand on peut faire de la chirurgie, on va faire de la chirurgie. Le taux de survie à 5 ans, si on fait un traitement chirurgical, passe de 5% à 38-68%, 61% pardon, selon les études. Donc cependant, c'est pas si facile à réaliser pour le chirurgien. Donc il va utiliser d'abord des images préopératoires et puis il va s'en servir pour définir finalement quelle partie du foie il va enlever et par quel endroit il va définir en fait ce qui s'appelle des plans de résection. Donc il va dire, ben voilà, moi je vais couper ici et ici pour enlever toute cette partie-là du foie, par exemple. Donc en fait, le problème, c'est que durant la chirurgie, donc attention là, si vous êtes un petit peu sensible, c'est des images médicales de l'intérieur du corps. Ça va être un petit peu compliqué de retrouver la position parce que ça n'a rien à voir. Et en fait, finalement, c'est l'expérience du chirurgien qui va lui permettre de localiser les tumeurs. Dans le cas d'une chirurgie ouverte comme celle-ci, il peut être un petit peu aidé aussi par palpation parce qu'on sait que les tumeurs, elles sont un petit peu plus dures que le reste des tissus sains. Alors on pourrait se dire, une sonde d'ultrason, ça pourrait être très utile. Alors en fait, bon, c'est pas toujours utile parce qu'il y a des tumeurs qui sont pas visibles par ultrason. Ça dépend des tumeurs. Les tumeurs sont très spéciales. Il y en a qui sont pas visibles par ultrason, donc ça ne peut pas toujours aider. Ce qui peut aider pour les ultrasons, c'est l'emplacement des principaux vaisseaux sanguins parce qu'évidemment, on ne veut pas venir couper dedans. Donc, ce qu'on voudrait, on voudrait aller vers une chirurgie mini-invasive. Donc, ça a déjà été développé. Ça s'appelle la chirurgie laparoscopique. Donc, parce que c'est mieux pour le patient. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à atteindre le foie par des petites incisions dans l'abdomen et dans lesquelles on va insérer des instruments chirurgicaux via des trocars. Donc, les trocars, c'est cette partie-là. Et aussi, bien sûr, ici, ce qui est inséré, c'est une caméra. Donc attention, on va voir l'image de ce que voit la caméra. Si vous n'aimez pas trop ça, vous pouvez fermer les yeux. Il va y en avoir plusieurs des images comme ça dans la suite. Fait que je m'excuse pour les gens un peu sensibles. Et donc voilà, c'est ça que va voir le chirurgien. Donc les avantages de cette chirurgie-là, de ce type de chirurgie-là pour le patient, c'est que ça va diminuer la douleur, diminuer les risques d'infection. Et ça va diminuer aussi le temps de récupération. C'est plus facile de récupérer de petites incisions que d'une grosse incision complète au milieu de l'abdomen. Le problème, par contre, pour le chirurgien, c'est que il a finalement un retour visuel très limité. Il ne peut pas utiliser la palpation parce qu'il ne peut pas manipuler directement. Il est obligé de manipuler via ses instruments chirurgicaux. Ça peut être plus difficile d'atteindre, de localiser et d'atteindre la tumeur. Donc ça peut augmenter le temps d'intervention et aussi potentiellement augmenter le risque d'erreur. C'est-à-dire en particulier de ne pas avoir réussi à suivre les plans de résection qui avaient été déterminés avant l'opération. Donc, ce que je n'ai pas précisé dans la diapositive précédente, c'est que pour pouvoir avoir un petit espace de travail dans l'abdomen, ce qu'on fait, c'est qu'on insuffle en fait de l'air dans l'abdomen. Donc, ça va gonfler la paroi abdominale, puis ça va écraser les organes contre finalement le dos du patient. Dans le cas du rein, en vert, ça ne va pas trop le déranger. Par contre, dans le cas du foie, ça va le déplacer et le déformer de manière importante. Donc, ça ajoute de la difficulté parce que ça veut dire que ce qu'on avait planifié sur les images préopératoires, le foie était dans une certaine configuration, puis il n'est plus du tout dans cette configuration-là. Donc, attention de nouveau pour la diapositive précédente, il y a une vue de l'intérieur du corps humain. Voilà, ce qu'on veut faire, nous, c'est aider le chirurgien à se repérer en
en lui offrant une vue en fait en réalité augmentée des structures internes, donc des structures d'intérêt, donc comme ici une tumeur ou alors les principaux vaisseaux sanguins, donc directement sur la vue laparoscopique. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite faire. Pour ça, la méthode est séparée en deux parties. Il y a une partie préopératoire en haut, puis une partie intraopératoire en bas. Donc pour la partie préopératoire, on a le temps. On n'a pas de contrainte vraiment de temps. En général, les images pré-op sont prises largement avant le jour de l'intervention. Donc on peut travailler tranquillement. Donc ce qu'on a, c'est les images. On va en extraire une géométrie. Donc la géométrie du foie et des principales structures d'intérêt. Puis aussi, on va définir sur cette géométrie des structures anatomiques. On verra un petit peu pourquoi par la suite. À cette géométrie, on va associer un modèle biomécanique qui contient des paramètres biomécaniques. Puis après, on passe à la partie intra-opératoire. Donc là, il faut aller plus vite, bien évidemment. On a la vue de laparoscopique. On va faire une extraction d'un nuage de points tridimensionnel. Et on va aussi avoir à repérer, donc pour cette technique-là, c'était manuellement, les structures anatomiques dans la vue. Avec tout ça, on va prendre le modèle biomécanique d'un côté, le nuage de points de l'autre et la vue. Et puis on va faire un recalage, donc en fait on va aligner le modèle biomécanique sur le nuage de points et on va faire une visualisation avec la vue endoscopique. Puis ça nous permet d'avoir le résultat en réalité augmentée. Donc si je présente une petite vidéo qui résume un peu ça. Donc attention, il y a des images de l'intérieur du corps de nouveau. Donc on a typiquement c'est ça que le chirurgien va voir et va pouvoir manipuler le foie. Donc là c'est un patient qui avait déjà eu une chirurgie, donc c'est vraiment assez dégoûtant, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en préopératoire, voilà, on va extraire la géométrie donc des principaux vaisseaux, de l'extérieur du contour du foie finalement aussi. Puis on va utiliser cette géométrie pour générer le modèle biomécanique. Donc le modèle biomécanique va être en trois parties. Il y a une partie qui va être pour le parenchyme, donc c'est tout l'intérieur du foie. Il y a une partie pour les vaisseaux sanguins. Et il y a une partie aussi pour l'extérieur du foie qui s'appelle la capside, qui a des propriétés biomécaniques un peu différentes de l'intérieur. Ensuite, on repère, donc sur le modèle pré-op, c'est de manière automatique, certaines structures anatomiques, donc le point d'attachement du ligament et puis aussi la ligne de crête entre la face antérieure et la face inférieure du foie. Donc pendant l'opération, on va définir manuellement, donc ça c'est le point d'attache du ligament, les mêmes structures anatomiques au niveau de la ligne de crête. Bon là on la voit pas, donc on la définit pas. Puis on va générer un nuage de points 3D. Donc là il y a pas juste le foie, mais finalement on va aussi définir la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire juste sur le foie. Puis avec ce nuage de points et des structures anatomiques, on va pouvoir prendre le modèle biomécanique et l'ajuster dessus. Donc ça se voit pas trop, mais il est déformé en plus d'être déplacé dans l'espace pour correspondre exactement au nuage de points auquel on a accès. Puis après, ce qui est possible de faire, c'est de le mettre à jour en suivant des points à la surface. Donc c'est-à-dire que quand le chirurgien va déformer le foie, le modèle biomécanique derrière, il se place comme il faut et puis ça met à jour la position des tumeurs et des vaisseaux sanguins. Alors ça peut paraître un peu étrange comme mouvement, mais c'est parce que c'est difficile de présenter la profondeur avec seulement une seule vue. Donc il y a moyen de mettre des vues stéréo par exemple qui rendent cette image-là un petit peu plus intuitive. Donc ensuite, donc ça c'était pour la chirurgie. Maintenant on va passer à la radiothérapie. Donc la radiothérapie c'est une bonne option pour les tumeurs qui ne sont pas opérables. Donc bien sûr la résection chirurgicale c'est mieux, mais dans certains cas ça va juste pas être possible de la faire. Donc ça peut être pour diverses raisons. Si les tumeurs sont placées à des endroits où ça va être difficile d'atteindre les tumeurs,
Si elles sont trop nombreuses, si enlever les tumeurs, ça veut dire qu'il resterait moins de 20% du foie du patient. Mais aussi, ça peut être des considérations sur l'état physique du patient, si on pense qu'il ne va pas être capable de subir la chirurgie, par exemple à cause de son âge ou de diverses autres pathologies. Donc on peut se tourner vers la radiothérapie dans ce cas-là. Donc rapidement, le principe de la radiothérapie, c'est qu'on va bombarder les tumeurs avec une source de radiation, donc typiquement des rayons X ou des électrons. Donc les radiations, elles vont être un peu atténuées en traversant les tissus. Mais ce qu'on veut faire, c'est maximiser la dose reçue par la tumeur. Donc on va faire tourner en fait la source autour du patient pour que finalement on va toujours toucher une zone qui correspondrait à une tumeur ici là, et éviter de trop envoyer de doses dans les tissus sains. Que ce qu'on utilise pour envoyer les rayons, ça va être soit un bras robotisé, soit une MR Linac, donc un IRM qui va être couplé avec un accélérateur linéaire pour justement produire le faisceau ionisant. Alors, le souci qu'on a, c'est qu'en fait, le foie, il bouge et se déforme à cause de la respiration du patient. Alors, si on vise une zone dans le foie de manière statique, ben en fait, on va pas l'atteindre. Si par exemple, je voulais viser la zone blanche, là, mais que je reste toujours au même endroit, ça va pas toujours atteindre la zone blanche. Ça va l'atteindre de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc on peut, en général, c'est ce qui est fait d'ailleurs, augmenter la zone pour atteindre plus la tumeur, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va toucher plus de tissus sains dans ces cas-là. Alors, ce qu'on veut, bien sûr, c'est que les faisceaux ionisants suivent les tumeurs. Donc, on pourrait se dire, ce serait facile, en fait, si la respiration était parfaitement cyclique. Mais en vrai, c'est pas le cas. Parce que le patient, il n'est pas sous anesthésie générale quand il subit une radiothérapie. Il n'y a pas de respirateur, il est complètement libre de sa respiration. Fait que, du coup, on n'a pas quelque chose de cyclique du tout. Donc effectivement, si on regarde l'image de gauche qui boucle en fait sur 2 cycles respiratoires, on se rend compte qu'il y en a un qui atteint un niveau plus profond que l'autre. Donc il y a une respiration plus profonde pour un des 2 cycles. Donc ce type de signaux bidimensionnels qu'on voit ici, là, qui rendent compte de la respiration finalement, on va appeler ça des navigateurs. Alors, l'idée pour résoudre ce problème, c'est d'utiliser un neurone couplé à un modèle biomécanique pour prédire le mouvement. En fait, on veut prédire le mouvement juste assez en avance pour être capable d'ajuster la position du rayon. Donc on part d'une image IRM 3D classique avant l'intervention et aussi d'une image 3D plus T, donc une image 4D si on veut. Alors pour ceux qui connaissent un peu, c'est obtenu avec une méthode type XD-GRASP. Donc c'est légèrement modifié. Donc si vous n'êtes pas du tout familier avec les acquisitions IRM, l'important c'est que ça permet d'avoir un cycle moyen. On peut pousser à quelques cycles moyens, mais il faut vraiment augmenter beaucoup la durée d'acquisition. Puis il faut que le patient ait respiré de certaines manières pour obtenir plusieurs cycles différents, j'entends. Donc à partir de là, on fait un petit peu comme on avait fait au départ pour le modèle biomécanique. On extrait la géométrie, puis on associe un modèle biomécanique avec des paramètres biomécaniques. Puis, on a aussi quelque chose qui va être utile pour le modèle biomécanique, c'est des coupes 2D temporelles. Donc ça, c'est facile, on se place à un endroit, exactement ce que vous avez vu avant, là, puis ça bouge, et ça va nous permettre d'utiliser le modèle biomécanique en combinaison avec ça. On va voir un petit peu. Donc, on utilise ces 3 choses pour entraîner le réseau de neurones, de type LSTM, donc c'est pour Long Short Time Memory. Donc c'est un réseau qui va pouvoir avoir une certaine mémoire et qui va être capable de faire des prédictions dans le temps. Donc, j'ai dit là, j'ai un cycle moyen, et avec le modèle biomécanique et les coupes 3D, mais 2D plus le temps, on va être capable de retrouver la variabilité intercycle. Donc ça, on a une partie qui va nous donner beaucoup d'informations 3D très cohérentes,
mais pas de variabilité intercycle. Or, on sait qu'on en a, donc on est obligé de venir l'ajouter d'une certaine manière. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est d'utiliser le modèle biomécanique en lien avec les coupes de dés. Donc, après ça, pendant l'intervention, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un signal navigateur. Avec ce signal qu'on va rentrer dans le réseau de neurones, on va être capable de prédire le déplacement de la tumeur et de mettre à jour la position cible. Donc, pour ce projet-là, on a d'abord fait en 2D. Donc, on a essayé de prédire le déplacement avec le réseau de neurones en 2D. Ça, c'est une méthode d'analyse en composantes principales, donc un peu naïve. Ça, c'est une méthode de classification qui a été publiée en 2017. Et ça, c'est notre méthode. Donc là, ce qu'on voit, en fait, ici, c'est plus c'est bleu, mieux c'est. C'est la différence entre ce qui a été prédit et puis ce qui est réellement obtenu comme image. Donc on voit qu'au niveau de l'analyse en composantes principales, c'est pas très bon. La classification, c'est mieux, mais pas au moment... disons que on part de l'expiration, là on est à l'inspiration et là on est de nouveau à l'expiration. Donc en fait, quand on est loin finalement du point de départ, c'est plus très bon. Et la méthode qu'on propose, nous, elle est quand même assez bonne sur tout le cycle respiratoire. Le troisième traitement et donc la troisième méthode d'assistance que je vais vous proposer, c'est pour la chimioembolisation transartérielle. Donc ça, pour les cancers qui sont des cancers qui ont leur origine dans le foie, c'est le meilleur traitement si la tumeur c'est pas possible de l'enlever chirurgicalement. Donc, le principe de la méthode, c'est de diffuser des agents de chimiothérapie dans les tumeurs et aussi d'emboliser, donc de bloquer l'afflux en sang au niveau des tumeurs. Ça va les priver d'oxygène et de nutriments et puis ça va faire dépérir les cellules tumorales. Donc, on peut distinguer deux types de méthodes, donc la chimioembolisation transartérielle conventionnelle. Alors, là, ça va être d'abord, on va libérer des agents de chimiothérapie dans la zone de la tumeur, puis après, on va libérer des agents qui vont venir, donc typiquement des microbilles, qui vont venir bloquer l'afflux en sang au niveau de la tumeur. Et on a une autre technique qui est l'utilisation en fait de billes à élution de médicaments. Donc là, dans ce cas-là, on a en fait un agent de chimiothérapie qui va être infusé dans des petites billes faites dans une matrice biodégradable. Et puis, c'est les billes, à cause de leur taille, qui vont venir bloquer les artères et elles vont se désagréger lentement et diffuser progressivement l'agent de chimiothérapie au niveau du site d'embolisation. Donc, dans le cadre de ces deux méthodes, il faut aller naviguer un cathéter. Donc, c'est le petit tube que vous voyez ici. En général, on va partir de l'artère radiale gauche. Donc, on fait une petite incision. On va remonter tout de l'artère, arriver jusqu'à la crosse aortique, puis descendre dans l'aorte abdominale, prendre le tronc cœliaque et arriver jusqu'aux artères hépatiques. Puis, on va pouvoir naviguer une ou deux bifurcations, jusqu'à 3, on va dire, dans le foie pour aller atteindre une zone de la tumeur. Donc en fait, c'est une technique qui est... Il y a un autre type d'introduction, c'est l'introduction fémorale, mais c'est encore un petit peu plus embêtant pour le patient parce qu'il ne peut pas marcher tout de suite après une introduction fémorale. Mais pareil, on rejoint toujours le foie. Puis cette technique, on pourrait se dire, c'est quand même assez peu invasive, voilà, on n'ouvre pas le patient. Le problème, c'est que c'est une technique qui a besoin d'être répétée de nombreuses fois pour effectuer le traitement. C'est pas genre une chimioembolisation, c'est plusieurs chimioembolisations répétées. Donc du coup, c'est quand même un peu invasif de toujours devoir repasser par l'artère. Il y a une autre technique qui pourrait être utilisée. C'est la chimiothérapie transartérielle via une chambre d'injection implantée. Donc ça, il n'y a pas le mot embolisation. Vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, pour cette technique, on va pratiquer une incision dans l'abdomen
juste au niveau des artères hépatiques, donc on va pouvoir rentrer directement. Par contre, on ne va pas naviguer dans le foie, donc on va rester juste dans l'artère hépatique propre. Et ça va faire en sorte qu'on va en fait atteindre tout le foie. Donc si on embolise, on embolise tout le foie. Donc en fait, il ne faut surtout pas faire ça parce que sinon c'est comme si vous n'avez plus de foie. Donc on ne peut pas vraiment emboliser avec cette méthode. Mais comme c'est beaucoup moins invasif, parce qu'en fait on laisse le cathéter en place entre les traitements, c'est beaucoup mieux pour le patient. Donc on voudrait pouvoir utiliser ça, mais en étant un petit peu plus sélectif. Donc c'est ça. Donc on laisserait le cathéter au niveau de l'artère hépatique propre, et puis on essaierait de guider finalement des microbilles jusqu'au site de la tumeur. Alors, pour faire ça, l'idée, c'est en fait d'utiliser des gradients d'IRM. Donc, on va, à chaque bifurcation, essayer de les guider. Donc, les microbilles qu'on voudrait guider, elles font environ 200 micromètres de diamètre. Idéalement, on aimerait les réduire un petit peu parce que pour qu'elles aillent vraiment cibler les vaisseaux très proches de la tumeur, on aimerait qu'elles fassent autour de 100-150 micromètres. Donc, elles sont composées de la même matrice biodégradable que dans l'intervention que j'avais expliquée avant. Elles contiennent, en plus de l'agent de chimiothérapie, par contre, des nanoparticules magnétiques, donc ce qui va les rendre sensibles au gradient de l'IRM, et on va pouvoir les diriger comme ça. Donc on va naviguer seulement gauche-droite, si on veut, pour les bifurcations, parce que c'est le flux sanguin en fait, qui va se charger de faire avancer les microparticules, les microbilles, jusqu'à la tumeur. Donc le schéma, il peut donner la fausse impression qu'on peut avoir un gradient vers la droite ici, vers le haut là, et de nouveau vers la droite ici. En réalité, un gradient dans une IRM, c'est tout le temps le même partout. Donc ce qu'il faut faire, c'est naviguer des groupes de microparticules, et puis que en fait, l'application des gradients soit synchronisée avec l'emplacement du bolus, de l'agrégat de microbilles. Donc, quand il va être là, on va appliquer le gradient pour que, pouf, il se colle plus de ce côté-là et qu'il prenne cette bifurcation-là. Quand il va arriver par ici, pouf, on va l'envoyer plus vers le haut. Puis quand il va arriver par ici, hop, de nouveau vers la droite pour qu'il atteigne la tumeur. Donc, le timing des gradients est vraiment très important. Donc, rapidement, la méthode. Donc, on a des microbilles. On va les former des agrégats et puis on va pouvoir contrôler le nombre de microbilles qu'on va mettre dans l'agrégat. Donc ça, c'est très intéressant pour savoir exactement quelle dose a été délivrée. Donc après l'agrégat, on va le naviguer. Donc on va l'injecter dans le cathéter. Et donc là, on a la vue avec une caméra IRM compatible. Donc c'est tout petit, mais la vue qu'on obtient en utilisant l'imagerie IRM est beaucoup plus grosse parce que comme c'est magnétique, ça crée des artefacts. Donc on le repère très très bien à l'IRM. Donc on va l'injecter dans le cathéter. Il faut détecter quand est-ce qu'il arrive à une bifurcation, mettre le gradient au bon moment. Et puis à la fin, comme justement il y a un gros artefact, on peut voir une grosse diminution du signal. Donc là, on a voulu cibler ce lobe-là du foie. Donc avant l'intervention, il n'y a pas de particules ni à gauche ni à droite. Et après l'intervention, on voit que dans la partie droite ici, on a beaucoup plus d'atténuation de signal. Donc en fait, les microparticules ont vraiment été au bon endroit. Donc on peut vérifier. Les résultats pour le moment de la navigation sont in vitro. Ça va bientôt passer à du in vivo sur des modèles animaux. Mais c'est quand même très bon. En général, au moins pour la première bifurcation, on est très proche de 100% de réussite. Puis après, ça peut diminuer un petit peu, mais pour les difficultés que ça peut représenter de faire ça, sachant que les gradients IRM sont en fait assez faibles, puis qu'on traite de nanoparticules magnétiques, donc on a des forces très faibles qu'on peut appliquer. Réussir à avoir ce score de navigation-là, c'était vraiment impressionnant. Donc,
Jusqu'à présent, les dispositifs que j'ai présentés, eh ben, ils sont utiles, bien sûr, mais ils interviennent finalement qu'au moment du traitement. Et du coup, c'est une action très, très ponctuelle par rapport à l'ensemble de la trajectoire de soins du patient. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est élargir la portée de mes travaux à la trajectoire de soins complète du patient. Alors, dans un premier temps, je voudrais me limiter au cancer du foie parce que, bon, à force de côtoyer des médecins issus des différentes spécialités qui traitent des cancers du foie, je commence à connaître un peu cette pathologie. Donc, je vais me limiter dans ce cadre-là pour le moment, là, pour la suite de la présentation aussi. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde la trajectoire de soins complète, on peut intervenir à différents niveaux. On peut intervenir auprès du médecin de famille pour les premières évaluations. On peut intervenir au moment du diagnostic, à la sélection du traitement, au traitement en tant que tel. Bon, il y a déjà 3 méthodes qui ont été présentées là. Et puis au suivi post-traitement. Donc, le suivi post-traitement, ça peut en fait impliquer parfois la sélection d'un nouveau traitement. Donc, on peut revenir ici. Et puis aussi, on ne peut pas exclure la possibilité qu'éventuellement on commence le traitement et puis qu'on se rend compte qu'il faut changer le diagnostic. Donc ça peut arriver qu'il y ait des retours en arrière, c'est pas forcément complètement linéaire. Alors dans le cas d'un cancer du foie en général, on n'aura pas de retour en arrière pour le diagnostic, mais on ne peut pas exclure cette possibilité-là dans le cadre général. Donc tous les outils d'assistance qu'on peut développer à tous les niveaux, là, ça se base toujours sur les données médicales. C'est de toute façon comme ça que les médecins prennent leurs décisions à partir des données. Donc, les systèmes d'assistance vont être basés sur l'utilisation des données. Donc, pour les données, il y a 3 points que je trouve très importants pour que ça fonctionne. C'est que les données doivent faire sens. Donc, il ne faut pas que les données soient hors contexte. Il faut vraiment les contextualiser. Ensuite, plus on a de données, en fait, plus on va être capable de rendre compte de la diversité des cas possibles. Et il y a un intérêt à engager les patients dans le partage des données de santé. Et aussi, les processus d'assistance ou d'aide à la décision, ils doivent être transparents quant à comment finalement ils ont utilisé les données et comment ils sont arrivés à telle ou telle recommandation quand c'est des dispositifs de recommandation. Et pour, par exemple, les 3 méthodes que je vous ai présentées, est-ce que finalement on a réussi ou pas dans le cadre de la chirurgie, la vue en réalité augmentée, est-ce qu'on est confiant qu'on a bien réussi à aligner la vue en réalité augmentée sur la vue laparoscopique? Si ce n'est pas le cas, il faut être très honnête et que le médecin ait la capacité de savoir qu'il ne peut pas faire totalement confiance en ce qu'il voit. Ça, c'est un point clé parce qu'il faut être sûr qu'on va être très honnête dans ce qu'on a réussi et pas réussi à faire quand on fait ce genre de choses. Parce que c'est trop dangereux qu'après on dise « Ah bah oui, mais on a cru ça, oui, mais ça marchait pas bien. Ah, mais on le savait pas. » Donc, un axe que j'aimerais développer, c'est, en premier temps, c'est l'abstraction et l'intégration des données issues d'images médicales dans des dossiers patients numériques. Donc, les images médicales, c'est extrêmement varié et puis on peut faire aussi beaucoup d'abstraction. Donc, on peut faire de la segmentation. Donc, ça veut dire on va définir quelle zone de l'image correspond à quel organe, par exemple, ou quelle sous-structure anatomique, tumeur ou vaisseau sanguin. On peut faire du recalage basé sur l'image ou basé sur la géométrie. On peut mettre les données dans des bases de données complètes. Donc, il faut que il y ait une certaine homogénéité dans la représentation des données. Ensuite, on peut créer des atlas, on peut faire de l'élastographie, par exemple, à partir des images, qui permet d'obtenir des paramètres mécaniques à partir d'images. Voilà. Ça, du coup, puis on peut faire des vues en réalité augmentée, comme ce que j'avais présenté. Donc, je n'ai pas tout illustré, parce qu'il y a aussi de la fluoroscopie, il y a aussi de la tomographie à émission de positrons, des images endoscopiques, des coupes histologiques. Puis, si on s'éloigne du thème du foie, on pourrait avoir aussi des données d'électroencéphalographie, de magnétoencéphalographie, d'échocardiographie. Donc, il existe de nombreuses manières d'abstraire ces informations.
Et ce qu'on voudrait, c'est profiter au maximum des données générées par ces traitements pour les rendre utilisables facilement et par des cliniciens et par des algorithmes. Donc, les objectifs, du coup, ce serait d'établir des standards pour la représentation des images médicales dans un dossier patient numérique, qui ferait que, oui, il y aurait des images, mais directement sur les images, je ne parle pas d'annotation à côté des images, on pourrait coupler des informations, par exemple géométriques, directement dans la représentation des images, et puis que ces géométries, par exemple, puissent être comprises par un algorithme, et aussi avoir des techniques de visualisation pour les cliniciens. Donc après, ce qu'il faudrait, c'est construire des bases de données en utilisant ces standards, et on ne veut pas que pour les construire, ce soit vraiment très compliqué et qu'on doive tout changer au niveau de la routine clinique. Non, ce qu'on veut, c'est limiter l'impact sur le travail des médecins et vraiment faire le travail de manière, je n'ai pas le mot en français, mais seamless en anglais. Donc, et le dernier objectif, c'est bien sûr les outils de visualisation qui vont permettre aux cliniciens d'accéder à l'information. Parce que ce qu'on veut, si on veut des systèmes d'aide transparents, c'est être capable à chaque étape finalement du processus de pouvoir rendre compte de ce qui se passe. Donc, des outils de visualisation, c'est essentiel. Donc, pardon. Pour ça, on pourrait se baser sur une ontologie et puis des outils de visualisation. Donc, l'avantage d'une ontologie, donc je pourrais dire rapidement que c'est comment définir une ontologie? C'est une représentation organisée des connaissances. Puis si on groupe tout ce qu'on pourrait abstraire des images, finalement, plus les images dans une ontologie, ça permet finalement de faire une analyse sémantique par les ordinateurs, mais aussi de faire une analyse, j'ai mis visuelle, mais une analyse, on va dire, plus classique par les cliniciens. Donc vraiment, le fait de tout réunir dans une ontologie, ça permettrait de pouvoir envoyer derrière les données à la fois aux algorithmes et au personnel médical. Comme ça, on garde une visibilité sur ce qui se passe. Donc le deuxième axe que j'aimerais explorer maintenant, c'est la collaboration entre différentes spécialités médicales. Donc, on sait que pour le cancer du foie, finalement, ça fait appel à beaucoup de spécialités médicales d'aller choisir le traitement parce que le patient va passer par toute une série de tests, donc bien sûr des images médicales, mais aussi des analyses de sang. On va potentiellement pouvoir regarder son génome, etc. Donc, on va avoir beaucoup de médecins qui vont être impliqués. Donc, on va regarder, pour définir le meilleur traitement, on va regarder des aspects de la tumeur, localisation, caractéristiques, marqueurs biologiques, présence de métastases, et aussi du côté du patient, l'âge, les autres problèmes de santé, préférences personnelles aussi, parce qu'il y a des patients qui peuvent des fois ne pas vouloir certains types de traitements pour des raisons personnelles, puis tout ça, on va le prendre en compte. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges de données entre tous ces gens-là, et il faut s'assurer que ça se passe le mieux possible et qu'ils ont l'information dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Donc, les objectifs, je dirais, pour cette partie-là, ce serait de pouvoir analyser les routines cliniques actuelles et définir un cadre idéal pour la prise en charge des patients. Donc après, on va concevoir des outils qui facilitent la collaboration entre les différentes spécialités médicales, en particulier pour l'échange des données et des recommandations. Puis ces outils, évidemment, ils intégreront les méthodes développées qui pourraient être développées dans les objectifs 2.3 et 2.4, qui sont des méthodes finalement qui vont donner à la fois des recommandations par rapport à des études qui ont déjà été faites et aussi développer des outils de prédiction de la réponse au traitement. Donc on a un patient, on a toutes ces données et puis on va voir finalement, ok, la littérature dit que ce serait ça qu'il faudrait utiliser, mais comment ça se comporterait avec le patient qu'on a? Est-ce que ce serait en accord ou pas avec ce que fait la littérature? Donc, et encore une fois, j'insiste, mais pour ces deux objectifs-là, c'est très important que le processus soit transparent pour que les cliniciens puissent avoir un regard critique sur ça. Donc,
Là, ça va être plutôt regarder vers le passé pour aider les cliniciens à prendre la décision. Et puis là, ça va être plutôt essayer de faire des prédictions. Puis ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, si tout est mis en place, c'est avec le suivi du patient, voir si finalement la prédiction a été valide. Et puis dans ce cas-là, on améliore de manière continue l'outil. Si c'était pas bon, on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis d'améliorer ça. Donc, les méthodes pour cette partie-là, d'abord, pour aller chercher l'information sur comment ça fonctionne, on peut aller interroger des experts, donc avec les méthodes Delphi. Moi, je pense que c'est important d'aller interroger les patients aussi, puis des citoyens aussi éventuellement qui ont moins de connaissances via des groupes de discussion. Et puis l'ontologie de l'axe 1 pourra être utilisée donc, pour justement la partie des données qui va être liée à des images. Pour le deuxième objectif, donc l'objectif 2.3, le troisième objectif de cette partie. Donc il y aurait des algorithmes d'extraction d'informations sémantiques depuis les figures des publications médicales. Donc ça peut aussi être en lien un petit peu avec l'ontologie de l'axe 1. Et puis que ce soit combiné à des données textuelles aussi via une ontologie. Objectif 2.4, donc la prédiction de la réponse au traitement. Donc, moi, l'idée, ce serait de combiner des modèles physiques et des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, les modèles physiques, ça va être utile quand ça va être très patient spécifique et difficile à généraliser pour des réseaux de neurones. Parce que, par exemple, quand on va faire une cryoablation, prédire, donc une cryoablation, c'est on va insérer une aiguille donc à partir sans ouvrir le patient, on insère une aiguille percutanée, puis on va atteindre une zone dans le foie, et puis ce qu'on va mettre, c'est quelque chose qui va geler la tumeur. Mais ça, pour prédire la forme du glaçon en fait qu'on va générer de cette façon-là, pour être sûr que le glaçon va couvrir la totalité de la tumeur, c'est plus dépendant de l'anatomie du patient en tant que tel, de où sont ses vaisseaux sanguins, parce que les vaisseaux sanguins, ça va réchauffer, donc on sait qu'on va avoir plus de difficultés à faire aller croître le glaçon dans cette zone-là, qu'avec simplement un réseau de neurones qui prédirait les formes des glaçons qu'on pourrait faire. Donc pour moi, c'est essentiel de pouvoir combiner les deux parce qu'il y a des cas où les modèles physiques vont être plus performants et puis ce serait dommage de ne pas s'en servir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir développer des systèmes qui combinent les deux de la meilleure manière. Donc voilà, et pour la fin, les réseaux neuronaux et les méthodes statistiques pour calculer la probabilité de survie et de résurgence de la maladie. Donc, la prédiction de la réponse, c'est une chose, mais après, une fois qu'on a prédit ça, c'est finalement, avec cette réponse-là, ce serait quoi la probabilité de survie du patient. Troisième axe que je trouve important, donc il est un peu différent des deux autres, mais il est essentiel pour moi, pour que le travail des deux autres axes soit le plus pertinent possible. Et pour aussi s'assurer qu'on atteint bien l'objectif final, qui est finalement celui d'améliorer la trajectoire de soins pour le patient. Donc dans cet axe-là, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un patient passif à un patient acteur de ses soins, grâce à de l'information. Donc en général, l'échange d'informations entre l'équipe médicale et le patient, c'est pas toujours optimal. En fait, le clinicien va prendre bien le temps, lors des rendez-vous médicaux, d'expliquer au patient les détails de sa pathologie, les traitements envisageables, etc. Même si le clinicien va adapter son discours, bien sûr, au patient, s'il sent qu'il a un petit peu plus de capacité de compréhension, il va peut-être aller un peu plus loin. S'il sent que ça semble difficile pour lui, réduire un petit peu l'explication. C'est une grosse quantité d'informations à digérer pour le patient, dans tous les cas, même si le médecin fait de son mieux pour que ce soit clair et compréhensible. En plus, ce qui se passe, c'est quand le patient va voir son médecin dans ce cadre-là, il va être dans un état psychologique qui va limiter sa capacité à enregistrer les informations. Puis du coup, quand le patient il se retrouve seul chez lui, il peut se sentir un peu démuni. Surtout que potentiellement, on va lui demander de choisir un traitement. On va dire, voilà, il y aurait ça, ça et ça, choisissez. Donc c'est important qu'il puisse avoir accès à de l'information
facilement. Parce que le laisser tout seul à aller chercher de l'information sur Internet, là, c'est pas vraiment la meilleure solution. Donc, le partage aussi de l'information du patient vers ses médecins, ça va être que pendant les rendez-vous médicaux. Donc, on peut passer à côté de certaines choses qui peuvent s'être passées pendant que le patient était chez lui. Donc, ce qu'on voudrait, c'est augmenter la quantité d'informations qui va être échangée entre les deux. Et comme ça, le patient va pouvoir se sentir un petit peu plus armé, finalement, pour combattre sa maladie, dans un certain sens, et rendre le patient acteur de ses soins. Donc, c'est très important, ça, surtout quand on sait, dans le cadre d'un cancer, par exemple, que le rôle psychologique, c'est très, très important. Puis, encore dans le cas du cancer en particulier, il y a certains traitements qui sont très difficiles, comme les traitements de chimiothérapie, c'est très difficile, le patient ne se sent pas bien après. Donc, avoir envie d'arrêter dans ces cas-là, c'est un peu normal pour le patient. Puis, s'il a bien confiance dans son équipe médicale et puis que l'équipe médicale lui explique que c'est important de continuer, il va être plus enclin à continuer et pas arrêter le traitement. Donc ça, c'est très important de ce point de vue-là aussi. Donc, les objectifs pour celui-là, ce serait d'améliorer l'expérience de soins du patient, puis de renforcer sa confiance dans l'équipe soignante. Aussi de favoriser son implication dans les protocoles de recherche, parce qu'on sait que justement, le fait d'avoir plus de données, ça permet de s'assurer que les algorithmes qu'on fait tourner derrière pour essayer de prédire le meilleur traitement possible pour un patient, au plus on a de patients dans la base de données, au mieux nos algorithmes sont armés pour trouver la bonne réponse. Puis, le dernier objectif, ce serait finalement une évaluation. Est-ce que tout ce qu'on a fait là, c'est utile? On voit un impact réel sur le parcours de soins du patient. Donc pour ça, ce qui serait intéressant de pouvoir développer, c'est des jeux sérieux. Donc, bien sûr, ce serait développé en partenariat avec les équipes soignantes et puis aussi des chercheurs, en particulier en sciences infirmières. Donc, ce seraient des jeux qui pourraient prendre en compte les caractéristiques du patient au niveau de sa littératie, de sa capacité à comprendre son traitement. Puis, ça pourrait être évolutif en fonction de l'utilisation qu'il fait. Donc, au début, on part vraiment sur des choses très simples. Et puis, si on se rend compte que le patient il peut aller plus loin, lui fournir plus d'informations. Puis aussi, quelque chose d'important, c'est de respecter finalement l'étape du traitement. C'est-à-dire une chose à la fois, c'est déjà suffisamment complexe et compliqué. Donc, pour la sélection du traitement, par exemple, voilà, on va pas aller le surcharger d'informations. On va vraiment lui donner l'information pertinente par rapport à l'étape où il en est. Donc ça permettrait de s'assurer que le patient a accès à une information adaptée, pertinente, de qualité, à tout moment. On pourrait intégrer un outil pour que le patient puisse lui aussi renvoyer des informations vers son équipe médicale. Et on pourrait s'en servir pour inciter le patient à participer à la recherche, parce que finalement, on pourrait lui donner des informations sur, voilà, cette information-là qu'on vous donne sur votre traitement, sur votre maladie, ça a été fait par une équipe de recherche qui a pu prendre des données, et ça pourrait en fait inciter le patient à se dire ok, je vois vraiment l'intérêt et moi aussi j'ai envie de participer et de partager mes données pour la recherche. Et ce qui serait vraiment très bien d'intégrer, c'est un retour d'expérience et d'analyse d'utilisation. Donc ça permettrait de valider le dernier objectif, là, c'est-à-dire de voir finalement, est-ce que ça a un réel impact, ce qu'on fait. Donc je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions, je serais ravie de pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Merci Rosalie, la présentation était très intéressante. Donc on a quelques minutes, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont des cours à 13h30, donc il nous reste quelques minutes juste pour prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Vous savez que vous pouvez juste utiliser l'audio ou activer votre vidéo. La présentation est enregistrée, donc je le rappelle. Moi, je vais poser une question. Merci de la présentation qui était très très claire et puis beaucoup d'informations. Je pense, une très belle vulgarisation sur tout ce qui est traitement du foie. Après, tous les objectifs, là, il me semble que c'est hyper ambitieux, tout ce qui a été proposé pour l'après.
Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui se recoupent et que du coup, en faisant, en mettant une technique au point, en fait, on fait d'une pierre deux coups? Ou est-ce que il va falloir vraiment couper et savoir quoi privilégier, puis qu'est-ce qui est le plus important? Parce que là, ça m'a semblé énorme. C'est effectivement énorme. C'est effectivement beaucoup. Il y a plusieurs aspects. Donc, bien sûr, il y aura des choses qui seront prioritisées, enfin, selon moi, que je vais prioriser au début. Mais il y a tout un aspect qui est que ce serait un travail qui serait hautement collaboratif, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça s'aligne bien avec ce que font d'autres chercheurs à l'université. Et ça permettrait justement, avec ce que font les autres chercheurs, de pouvoir intégrer ça et finalement de faire quelque chose de méta aussi un petit peu autour. Donc, ce ne serait pas une petite équipe qui développerait ça, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut voir vraiment comme quelque chose qui serait très, très collaboratif entre plusieurs équipes. Ce qui serait possible de commencer, qui serait un petit peu plus envisageable au début, ce serait par exemple l'axe 3, qui permet quand même de pouvoir commencer avec une équipe plus petite. C'est sûr que l'axe 2 est extrêmement ambitieux, l'axe 1 aussi un petit peu moins. Mais c'est ça. Donc, disons, l'axe 3, ça pourrait être envisageable par une petite équipe, mais ça nécessiterait quand même des collaborations, notamment parce que moi, je suis pas médecin de formation du tout. Donc, avec des personnes, notamment, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que je pense que c'est très intéressant d'avoir des gens en sciences infirmières pour cette partie-là. Puis, c'est ça. Donc, pouvoir prioriser des sous-objectifs et puis intégrer les recherches qui sont déjà faites finalement dans le programme qui est proposé. Notamment, si je parle de l'axe 2, il y a, je parle de quelqu'un dans le département, donc il y a Martin Vallière qui développe Medomix. Donc ça, c'est un système qui va finalement qui va faire un profil Medomix pour chaque patient. Donc il va prendre en compte différents aspects, que ce soit génétique, que ce soit depuis les données images, démographiques pour le patient en particulier, puis qui va réussir à aller dire finalement c'est quoi le meilleur traitement, qu'est-ce qui va être adapté. Donc ça pourrait tout à fait s'intégrer et être en collaboration avec ce que je propose. Ok, la suite de ma question, elle va être un peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'en fait, même déjà rien que par rapport à ce qui a été, ce que tu as présenté sur le traitement du foie, on voit déjà que tu as, je dirais que tu as une formation assez large, si je comprends bien, mais est-ce que tu pourrais nous dire, donc, si tu veux, dans l'axe 3, ce serait quoi ta contribution à toi sur ce sujet-là, le fait, en utilisant ce que tu as appris dans le doctorat, etc., quelle serait ta spécificité? Donc, moi, je pense que vraiment... alors, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord que l'axe 3 est un peu plus éloigné que les autres de ce que j'ai fait avant. Donc ça, je le reconnais tout à fait. J'ai quand même développé quelques techniques en intelligence artificielle, surtout lors de mon post-doctorat. Puis je pense que ça pourrait être appliqué parce que finalement, pour avoir quelque chose d'évolutif et d'évolutif automatiquement, il y a tout un aspect intelligence artificielle derrière qui serait à développer. Alors c'est sûr que voilà, c'est pas moi qui vais avoir forcément la meilleure connaissance des trajectoires de soins, mais je vais pouvoir aussi, dans cet axe-là, mettre en contact finalement les gens. Puis j'ai cette facilité à pouvoir parler à des interlocuteurs finalement qui ont des backgrounds très variés. Puis moi, mon but dans cet axe-là, c'est vraiment de faire le lien et d'amener mes connaissances en intelligence artificielle aussi par rapport à ça dans ce domaine. Ok, merci. Merci Hélène, merci Rosalie. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Rosalie? Alors moi j'aurais une question, donc plus sur la partie de la présentation donc des outils, la première partie de la présentation, donc notamment sur les outils proposés là pour l'aide à la chirurgie. Je me demandais pour l'extraction de la géométrie qui se fait dans la phase préopératoire, oui. Qu'est-ce qui est fait exactement manuellement avant et qu'est-ce qui est automatisé?
Est-ce que les images sont corrigées, par exemple, avant? Alors, tac, tac, tac. Je vais essayer de me remettre à un endroit où ce serait pertinent. Ouais, on va prendre ça. Donc, les images sont pas vraiment corrigées. Donc, pendant ma thèse, j'utilisais la plupart du temps une technique semi-automatique qui était intégrée dans un logiciel qui s'appelle ETK Snap. Ça marchait en général très bien d'utiliser comme ça. Après, on a un petit peu collaboré aussi avec des gens qui avaient une entreprise qui était en lien aussi avec une autre structure de recherche à Strasbourg qui s'appelle l'IRCAD. Donc, ça s'appelait Visible Patient. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'était justement de développer de plus en plus de méthodes de segmentation automatique. Donc, on a été un petit peu explorer tout ça. Mais c'est pas vraiment critique la méthode qu'on utilise pour faire pour délimiter finalement le foie. Alors c'est sûr que moi, pour tous les cas dans ma thèse, j'ai toujours vérifié manuellement à la fin, quelle que soit la technique qui avait été utilisée, si c'était bon ou pas. Puis je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à faire. Et puis moi, je pense qu'il y aura toujours encore, au moins pour quelques années, là, une vérification par soit un expert médical, soit quelqu'un qui, au moins dans ce domaine-là, sait ce qu'il est censé faire. Parce que les algorithmes, il y en a plein, mais être sûr que pour le patient là, on n'a pas loupé quelque chose. On ne sait jamais en fait, même si on a des algorithmes qui ont été entraînés sur beaucoup de cas différents, on a toujours potentiellement un doute que ah oui, mais là, est-ce que ça a encore une fois réussi ou est-ce qu'on est dans un cas limite et que finalement ça a échoué? Donc, quelle que soit la méthode utilisée, moi je suis pour qu'il y ait des techniques de vérification, faciliter la vérification par un humain. D'accord, merci. Alors, quelle heure il est? 28. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Alors, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, ben, on va remercier Rosalie à nouveau pour cette présentation très intéressante où on a appris beaucoup de choses. Et puis donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une autre présentation du club informatique sur le thème de l'informatique quantique. Merci. Merci beaucoup. Merci.